Bonjour tout le monde, merci Bonjour à d'être tous. venu, merci d'être là pour cette salle qui est remplie. Donc moi je m'appelle Julien Ponge, je travaille pour Red Hat, je travaille sur le projet Vertex dont on va parler aujourd'hui et je vous présente. Fabien Pomerol, je suis architecte technique chez Michelin et je travaille sur un projet de captation et d'ingestion de données issues de capteurs IoT qu'on place dans des pneumatiques. Donc aujourd'hui, le projet sur lequel je travaille, en fait, donc Michelin au sens plus global, qu'est-ce qu'on fait? On fait des pneus, on conçoit et on fabrique des pneumatiques, mais on propose aussi différentes offres de services autour de la thématique de la mobilité. Euh, on connaît historiquement les cartes et guides via Michelin. On fait aussi le guide Michelin, le guide rouge, et on propose de nouvelles gammes de services à destination des flottes de poids lourds, des compagnies minières et des flottes de compagnies aériennes, par exemple, pour leur permettre d'optimiser la gestion des pneumatiques qu'on leur vend et optimiser les performances sur les pneumatiques qu'ils utilisent. Aujourd'hui, quand on parle de pneus connectés, on parle de cette chose. Un pneu dans lequel on est capable, depuis assez peu de temps, d'inclure dans nos process de fabrication une techno qui est la techno du RFID. Cette techno du RFID, elle nous apporte une première chose qui est la capacité d'identifier de façon unique et standardisée un pneumatique. La deuxième techno qu'on est capable de mettre dans le pneu, c'est différents types de capteurs. Des capteurs qui ont un nom un petit peu barbare, qui s'appelle Tire Pressure Monitoring System, qui vont nous permettre de collecter la température et la pression qui se trouvent à l'intérieur d'un pneu, pendant que la voiture roule. Et donc, ces données, elles sont exposées, donc ça dépend des types de capteurs, mais souvent en radiofréquence. Et on est capable, du coup, de lier une identification unique d'un pneu avec des pressions et de la température qui remontent. Donc, on va avoir différentes façons, du coup, de collecter cette donnée qui est exposée par ces capteurs. La première, c'est soit des systèmes qui sont embarqués dans les véhicules, qui vont collecter la donnée via de la radiofréquence, se connecter au RFID des pneus, extraire cette donnée, la remonter sur un back-end. Ou autrement, on va avoir, comme on voit sur l'écran, un opérateur qui va avoir des devices manuels qu'on appelle des pigouilles, qui sont capables de se connecter au RFID et au capteur TPMS du pneu. Et via une application smartphone, de remonter ça sur un back-end. Et le projet sur lequel je travaille, en fait, il consiste, avec une équipe d'une quinzaine de développeurs, à concevoir une plateforme, une API, qui permet d'ingérer cette donnée, de la traiter, c'est-à-dire de la prendre, de la ranger dans les bonnes boîtes, dans les bons types de bases de données, d'appliquer dessus des modèles mathématiques, scientifiques, pour générer ce qu'on appelle des insights, c'est-à-dire des insights, quelque chose qui a de la valeur ajoutée pour notre client. La liste, elle n'est pas exhaustive, mais on a différents use cases autour desquels on travaille. Le premier, c'est le fleet management. Comment est-ce que j'aide une flotte, par exemple, de poids lourds à gérer le cycle de vie de ses pneumatiques? Comment est-ce que je l'aide, par exemple, à déterminer qu'il faut qu'elle passe le train avant de ses pneus sur le train arrière pour allonger leur durée de vie? Le deuxième point, ça va être la prédiction de fin de vie. Grâce aux mesures que je récupère de ces pneus, je vais être capable de prédire la fin de vie de mes pneus. Et le troisième élément, c'est tout ce qui va tourner autour de la sécurité. Comment est-ce que je peux fournir un service qui permet de faire de la détection de fuite lente dans un pneu ou de la détection de pression basse? Voilà, la liste n'est pas exhaustive, mais c'est les principaux use cases sur lesquels on travaille. Pour donner un petit peu de contexte, aujourd'hui, la plateforme qu'on est en train de développer, elle gère 23 millions d'assets. Ces 23 millions d'assets, c'est ce qu'on entend par assets, c'est des pneus, des véhicules. On va, pour l'année en cours, à peu près récupérer 1 milliard d'événements de nos capteurs. Donc il va falloir qu'on traite cet ensemble-là. Et tout ça, on est dans l'optique en fait, de développer une plateforme qui nous permet de tenir une charge d'à peu près 500 requêtes concurrentes, 500 requêtes concurrentes par seconde. Et tout ça en essayant de consommer le moins d'énergie possible, c'est-à-dire le moins de RAM, le moins de CPU sur nos serveurs. C'est vraiment dans cette optique-là qu'on est parti. Et si on regarde dans le rétroviseur, il y a la plateforme historique, avant qu'on commence à la réécrire, elle ressemblait à ça. On avait une plateforme avec un bon gros monolithe REST, Grails, qui exposait une API REST. Donc c'était du Groovy, les événements étaient captés, et les données étaient insérées dans un modèle relationnel sur une base MySQL. Et l'API, elle était consommée par des clients pour fournir des fronts web et mobiles. Et on a eu des problèmes de performance sur l'ingestion, on n'était pas capable de tenir les promesses qu'on voulait faire.
très vite, on s'est rendu compte que les pools de threads qui tournaient sur les JVM, en fait, ils passaient leur temps à faire des I/O. Et c'était un problème pour nous. En termes de scalabilité, on n'était pas du tout, on avait un monolithe qui était très peu scalable, on pouvait le scaler verticalement, augmenter le RAM, la CPU de la machine. C'était pas quelque chose qu'on souhaitait voir progresser dans le futur. On pouvait le scaler horizontalement, on se mettait un load balancer devant, on dissociait la charge. Mais là, on avait un autre problème, c'est que seulement une partie du monolithe en fait, était consommateur de ressources, et le reste en fait, ne faisait rien, était assez peu utilisé. Donc on s'est dit, ok, il faut qu'on change de paradigme, il faut qu'on passe sur un modèle un petit peu plus réactif et qu'on commence à splitter ce gros monolithe en différents microservices. Donc on a fait feuille blanche, on a extrait certains microservices et on a dit, bah, on va les réécrire en utilisant Eclipse Vertex. Donc si on regarde un petit peu ce qu'on a sorti comme brique, la première brique qu'on a sortie, c'est la brique d'ingestion. L'ingestion, elle prend les données de pression par exemple, elle les ingère. La deuxième brique, ça va être tout ce qui a trait autour de l'asset. Donc on a un service qui va gérer les assets, les pneus, les véhicules. On a un service qui est plus teinté métier, qui va gérer tout ce qui est la maintenance du pneu. On en a différents, on ne va pas tous les afficher. Mais du coup, voilà, des services métiers. On a la notion de edge service, Julien y reviendra un petit peu plus tard dans la conférence. On va avoir le cœur, le cerveau en fait, de notre brique, c'est l'inside service. L'inside service, son rôle, c'est en fonction de choses que je reçois de l'ingestion, typiquement des pressions, je suis capable de faire des prédictions de fin de vie. J'applique des modèles mathématiques, statistiques. C'est lui qui va faire ça. Et enfin, j'ai la brique d'alerting. La brique d'alerting, c'est en fonction de ces prédictions, de ces détections qui me sont fournies par l'inside service, je peux émettre des alertes auprès des sociétés qui souscrivent nos offres. Et donc tous ces microservices, toutes ces petites boîtes ont été réécrites en Vertex. Elles discutent autour d'un bus commun, qui est Kafka. Et on a différents modèles de stockage, des modèles de stockage pour gérer de la raw data, on est déployé sur Azure, donc on utilise du Azure Blob Storage. On a des parties relationnelles avec du MySQL et du Neo4j pour une partie graph, et on va stocker beaucoup de nos données dans une partie non structurée avec du MongoDB. Et donc, Vertex dans tout ça. Vertex. Alors, qui parmi vous a déjà entendu le nom Vertex? Ok, qui l'utilise en prod? Ok, il y a quand même des gens qui l'utilisent. Alors, je ne vais pas vous faire un cours complet sur Vertex, mais je vais essayer de motiver finalement pourquoi Vertex est intéressant. Désolé pour la voix. Donc la première chose, c'est que si vous êtes dans des modèles, dans des frameworks classiques, des toolkits classiques, qui se basent sur l'hypothèse d'une requête est gérée par un thread, c'est le cas de Java EE, Spring, du Flask en Python, enfin tout ce qui est un petit peu classique, on a ce problème que on gaspille en fait beaucoup de ressources parce qu'à un moment on fait une écriture ou une lecture et ça va bloquer le thread parce que la donnée n'est pas disponible, parce que le buffer d'écriture est plein, etc. Et donc quand on commence à avoir, je sais pas moi, 1000, 5000 connexions concurrentes, ça fait 5000 threads à gérer et ça commence à stresser un petit peu les kernels. Donc vous n'allez pas forcément monter facilement à 10 000 connexions concurrentes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on déploie du logiciel aujourd'hui, on le déploie dans des machines virtuelles, du conteneur, du je sais pas quoi, et on n'est pas tout seul. D'accord ? Donc on a une vue partielle des ressources, mais les ressources, en fait, on les partage avec d'autres applicatifs. Et finalement, le problème de ça, c'est qu'on limite la densité sur un même nœud. On peut mettre moins de services, ça nous coûte donc plus cher. Donc on a intérêt finalement à utiliser des solutions efficaces en ressources pour pouvoir passer à l'échelle et mieux utiliser en fait notre matériel. Donc une des solutions qui est assez classique pour mieux gérer finalement beaucoup de connexions concurrentes, c'est d'utiliser de l'asynchrone, des entrées-sorties asynchrones non bloquantes. Donc Vertex fait ça avec un modèle très classique qui est le modèle de la boucle d'événements. Donc le modèle de la boucle d'événements, c'est très simple. J'y reçois par exemple un morceau de buffer sur TCP ou HTTP, c'est un événement, ou un message MQP ou je ne sais pas quoi. Je traite ça sur le thread de la boucle d'événements. Je ne fais pas d'opération bloquante dans mon traitement. Et après, je passe au prochain événement. Donc l'idée, c'est qu'avec ce genre de modèle, on peut, avec quelques threads, gérer facilement 30 40 000 connexions concurrentes pour peu qu'on ne fasse pas n'importe quoi sur l'event loop. Donc ça nous permet d'aller vers ce qu'on appelle les systèmes réactifs. Alors ça ne vient pas magiquement parce qu'on fait de l'asynchrone, hein, il faut bien en avoir conscience, mais le fait de faire de l'asynchrone, ça nous permet d'abord de maximiser ce qu'on peut faire sur un nœud en termes de connexions concurrentes. Ça nous permet aussi d'avoir un design où on va avoir naturellement de l'élasticité, c'est-à-dire qu'on peut rajouter des nœuds
manière horizontale, un scanning horizontal, ou si un nœud plante, bah, c'est peut-être pas très grave. On va avoir une conception d'un genre de service qui est résiliente, c'est-à-dire que si ma base de données est en panne, je ne vais peut-être pas attendre 3 minutes et puis retourner une erreur technique, je vais essayer de répondre peut-être avec des données moins fraîches si c'est possible, mais je vais essayer d'avoir une réponse métier au fait que bah, j'ai un problème technique. Et dans tout ça, on va essayer de garder des temps de réponse relativement raisonnables, pour ce que ça veut dire, ce qu'on appelle la responsiveness. C'est-à-dire que si je n'ai pas une réponse, si je ne peux pas la donner, je ne sais pas moi, au bout de 500 millisecondes, hop, je renvoie quelque chose par défaut, mais je réponds. Donc Vertex dans tout ça, c'est un projet de la fondation Eclipse qui ne fait pas que des IDE, rappelons-le. J'ai pas fait de blague. Donc Vertex, ça permet de faire c'est avant tout un toolkit pour écrire des briques asynchrones sur la JVM. C'est rapide, vous pouvez regarder les benchmarks Tech Empower, on est régulièrement dans le haut du panier, event driven, et ça vous permet donc de créer des systèmes réactifs. Ce qui est intéressant avec Vertex, c'est que c'est adapté à plein de cas d'usage, donc aussi bien de l'IoT sur un device que du edge service, de l'API, du streaming. C'est ce qu'on va vous montrer un peu plus tard. Donc on a un premier cas, Fabien, qui est sur l'ingestion. Sur l'ingestion, exactement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de prendre des cas qu'on a sur notre plateforme et on va voir comment est-ce que Vertex nous aide à les résoudre. Donc le premier cas métier qu'on a, c'est l'ingestion. Comment est-ce qu'on arrive à gérer l'ingestion et pourquoi est-ce qu'on utilise Vertex pour ça? En gros, notre microservice d'ingestion, c'est ni plus ni moins qu'une API multi-protocole. On reçoit sur du HTTP, des sockets TCP, on peut avoir du Azure Event Hub qu'on consomme avec du Kafka ou du MQTT. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de recoder à peu près ce qu'ils ont fait, mais en plus simple. C'est ça? Exactement. Mais ça ressemble presque à ce qu'ils ont fait. Alors je vais vous faire une API ici qui va vous dire pour un pneu donné, pour son identifiant, quelle est la marque du pneu. On va faire quelque chose de relativement simple. Donc dans Vertex, il y a une brique qui est essentielle qui s'appelle le vertical. Ça se fait en spécialisant la classe qui s'appelle abstract vertical typiquement. Un vertical, c'est une unité de déploiement qui va traiter des événements asynchrones et qui va être attaché à une boucle d'événements. Donc c'est là où je vais écrire mon code. Le cycle de vie, c'est simple, il y a start et stop. On peut difficilement faire plus simple. Et donc là, je vais faire donc une API sur HTTP. Donc je vais commencer par créer un routeur. Donc un routeur pour gérer mes URL. Ok. Je vais dire que quand je fais un get sur /tire_id, donc l'identifiant du pneu, à ce moment-là, j'ai un handler que je vais appeler. On va l'appeler handle, on le fera après. Hop. Contexte. On va juste continuer la partie de démarrage. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire avec ça? En fait, je vais créer mon serveur HTTP. Donc, create HTTP server. Alors, on peut créer plein de choses en fait dans Vertex. On peut créer des serveurs TCP, des clients TCP. Enfin, il y a énormément de create quelque chose qui sont possibles. C'est vraiment un toolkit pour faire du réseau. Donc, create HTTP server. Je vais dire que mes requêtes sont gérées par mon routeur. Et je vais dire que j'écoute sur le port donc 3001. C'est ce que je voulais faire ici. Comme ça. Et c'est tout. Tout ce que j'ai à faire. Ensuite, là, je vais traiter ma requête sur mon getTireID. Donc, je vais prendre mon contexte et puis je vais récupérer donc le paramètre qui s'appelle TireID. Hop. Voilà. Merci IntelliJ pour new label. Ok. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le hashcode. Je vais faire un truc très simple. Donc, je vais dire string brand est égal à TireID.hashcode. Donc c'est vraiment de la rocket science. Modulo 2. Donc si c'est modulo 2, je vais dire que c'est un. Je vais faire plaisir à Fabien. Je vais dire que c'est un Michelin. C'est original. Sinon, je vais dire que c'est un Bridgestone. Voilà. Non, on dit pas où. C'est un. Donc ensuite, je vais préparer ma réponse. Donc je vais préparer du JSON. Donc je vais préparer un JSON object de Vertex. Risp. New JSON object. Dans lequel je vais répéter donc la marque brand. Je vais mettre brand. Je vais juste répéter l'identifiant du pneu. Donc tire ID. Et je mets tire ID. Voilà. Et pour répondre, donc je vais répondre, je passe à la réponse. Je vais être un bon citoyen, je vais dire
que je renvoie du JSON, donc content type application JSON. Hop, et je termine en disant, je prends mon JSON et puis je vais l'encoder. Donc on a deux façons d'encoder. Prettyly, c'est du JSON bien formaté, c'est très bien pour les logs ou débugger. Sinon, Encode, c'est la version très très compacte. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à faire pour faire mon API. Pour la faire tourner, je peux prendre mon ami Gradle. J'aime beaucoup Gradle. Donc je fais Vertex Run, il y a un plugin qui fait du rechargement automatique, etc., etc. J'aurais aussi pu faire un main et dire je déploie mon vertical dans Vertex, ça aurait pris 2 lignes. Donc c'est tout ce que j'ai à faire. Ça peut tenir finalement dans une classe et on va juste essayer. Donc on est sur le port 3001. Sur le port 3001 et on demande quelle est la marque du pneu 1, 2, 3. C'est un Michelin. Et ça marche. Et le 1, 2, 3, 4, c'est un Bridgestone. On est très content. Alors l'ingestion de Fabien, en vrai, elle est un peu plus compliquée. Enfin, j'espère surtout. Donc, on a ici un vertical qui est déjà écrit, qui lui est écrit dans Kafka. Donc, je vais juste vous montrer, lui, il est sur le port 3000, et il peut faire de l'ingestion. Donc, si je fais ici un post sur le port 3000, et la spécification, donc c'est sur ingest, si je ne me trompe pas. C'est ça. Je mets par exemple tire ID égale 1, 2, 3, et je mets la pression. Je vais mettre 12, je ne sais pas si c'est une bonne pression. Je ne suis pas spécialiste du pneu, moi je fais du logiciel. Moi je suis plombier. Voilà, donc je peux faire comme ça de l'ingestion. J'ai une API qui fait tout ce boulot. Ensuite, sur cette API, je peux faire d'autres choses, comme récupérer par exemple les dernières 2 valeurs du pneu 1, 2, 3. Voilà, et il va chercher ça en fait dans MongoDB. Donc le code, très rapidement, pour vous montrer comment on mélange du Vertex du MongoDB. Donc mon routeur ici, il est juste un tout petit peu plus compliqué, parce que j'ai des routes, j'ai 3 routes en fait différentes à gérer. Et quand je fais mon ingestion, donc quand j'ai un post, on peut extraire en fait avec ici getBody.json. Je peux prendre le body de la requête HTTP et le convertir automatiquement en JSON, ce qui me permet d'aller très vite. Je prépare ici mon document MongoDB avec toutes les joies de MongoDB, avec $date, machin, ces trucs-là. Et je peux faire mon insertion dans la base. Et j'ai un callback ici pour savoir est-ce que mon insertion a réussi, auquel cas je réponds sur mon client HTTP. Et sinon, je réponds avec une erreur. Je peux faire mieux que whoops, hein, mais voilà, on répond comme ça. Donc voilà comment on fait une API avec Vertex. C'est relativement simple. Je vous montre juste ici, j'avais un main. Voilà comment on déploie avec un main en Vertex. Okay, donc il n'y a pas de serveur d'application, autre chose comme ça. C'est vraiment très, très, très direct. Donc le deuxième use case qu'on a tout à l'heure, on parlait du Edge Service. Le Edge Service, son rôle à nous, c'est quand un utilisateur l'appelle, c'est de faire de la composition de requêtes d'opérations asynchrones, parallèles ou séquentielles. Et ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué à faire. Et Vertex et surtout le réactif, en fait, on a plusieurs façons de le faire avec Vertex. Donc en fait, la difficulté quand on fait ce genre de choses, c'est-à-dire que je dois faire plusieurs requêtes qui sont asynchrones et composer des résultats, donc des choses en parallèle et des choses qui sont séquentielles. En asynchrone, ça peut être compliqué quand on le fait avec des callbacks, comme on vient de le voir. Enfin, la solution avec des callbacks, c'est pas très élégant. Il faut stocker les valeurs intermédiaires, il faut des compteurs, c'est un petit peu mauvais. Ce qui est intéressant avec Vertex, c'est qu'on supporte différents modèles de programmation asynchrone. Et en fait, on peut choisir celui qui colle bien à un problème donné. Donc on a des futures, Promise, le modèle un peu classique. On a des coroutines dans Quasar sur Java ou dans Kotlin qui sont très bien supportés. Et on a RX Java, donc Scale Reactive Extension, qui nous permet de composer les choses dans des flux. Et typiquement, sur le Edge Service, RX Java est très bien adapté. Les coroutines aussi seraient bien. Donc, démo de Edge Service. Alors, je vais juste vous montrer, en fait, le but du jeu. C'est de dire, pour un pneu donné, je voudrais ces 5 dernières mesures. Je voudrais avoir une tendance à ce que le pneu perde de la pression. Donc, on va faire du machine learning. Ouais, gros machine. Enfin, de la régression linéaire, en fait. Et puis, je voudrais aussi, dans le même document, avoir la marque du pneu. D'accord ? Donc, je vais composer ça avec, ici, celui qui me donne la marque du pneu. Et puis, j'ai un service de machine learning qui est sur le port 3002, je crois. Ouais. Je crois que c'est ça. Qui fait une régression linéaire.
Et quand on lui met de la donnée, genre, on va lui mettre ici 1.0, 2.0, 3.0, une belle régression linéaire très très... Voilà, logiquement, il me fait ma régression linéaire, il me dit c'est génial. T'as une pente. Et la pente, elle est de 1, il n'y a aucun problème, bref. Donc, pour faire ça avec du RX, Java, en fait, c'est pas très très compliqué, et Vertex. Donc, comme d'habitude, j'expose ici une route qui, pour un identifiant de pneus donné, doit faire 3 requêtes vers les 3 services, composer le résultat et me renvoyer la réponse. C'est le boulot d'un edge service. Donc tout commence en fait ici. La première requête à faire, c'est sur le service, celui qu'on a fait à la main tout à l'heure, sur le port 3001, où on veut la marque du pneu. Donc la requête, c'est un get sur le port 3001 sur localhost. On met donc slash l'identifiant du pneu pour faire la requête. Et puis ensuite, on a plusieurs choses qu'on peut enchaîner quand on fait du RX Java. Donc, ici, ça vient du client web, enfin HTTP de Vertex. On peut dire que la réponse, on veut qu'elle soit convertie en JSON, ce qui nous évite d'avoir à le faire à la main. On peut se mettre un prédicat aussi pour dire qu'on suppose que la réponse sera bonne, sinon on aura une erreur. Et on fait RxSend. Donc RxSend, lui, c'est lui qui déclenche la requête HTTP et qui me renvoie un single. Donc ça, c'est un type en fait de RxJava qui sera en fait ma réponse. Et en fait, comme la réponse, c'est un single de HTTP response de JSON object, moi je dis que je veux directement le body qui est du JSON, donc je fais un map derrière pour faire la transformation. Ensuite, je vais vouloir récupérer mes 5 dernières mesures, donc c'est le même principe, je fais un get sur la bonne URL, le bon service ici pour avoir les 5 dernières mesures de 1, 2, 3. Pareil, body, machin, etc. RxSend. Et aussi derrière, donc je veux enrichir ça avec du machine learning, donc je vais faire la requête au service qui fait la régression linéaire. Donc là, c'est 2 opérations asynchrones qu'on va faire en séquence. Et donc là, je fais un flat map. Donc si vous aimez les monades, bienvenue. Bienvenue en RX Java. Mais en vrai, c'est pas très compliqué. Pensez juste ici que flat map, c'est et après. Même si c'est un gros raccourci. Donc là, ce que je fais, en fait, je prends la réponse des 5 dernières mesures. Je vais extraire ici juste les pressions. Parce que quand on regarde ici, en fait, dans le document, j'ai plein de choses qui traînent, comme la date d'ingestion, etc. Moi, je veux en fait collecter que les pressions pour les pousser vers mon service de machine learning. Donc, je fais un petit peu de stream Java pour faire ça. Je prépare mon document. Et là, avec le web client, je vais le poster. Donc, je fais un post. Je fais un RX send object pour l'envoyer. J'ai ma réponse. Et quand j'ai ma réponse, je vais combiner tout ça. Donc, je vais juste, en fait, au niveau machine learning, je prends la pente. J'imagine que si ma pente est de moins 0,1, j'imagine que je perds de la pression à vue de nez. C'est du machine learning. Hein. Et puis, je répète quand même les données là-dedans. Ce qui est sympa quand même dans RX Java là-dedans, c'est qu'on peut aussi faire d'autres choses. On peut mettre la qualité de service. Par exemple, on peut mettre retry 3 pour dire si jamais la requête échoue, tu réessaies quand même 3 fois de la faire. Et j'ai pas le coder, c'est purement déclaratif. Pareil, je pourrais mettre aussi des timeout. Donc je peux garantir si au bout de pas un jour mais une seconde, tu n'as pas répondu, paf, je vais péter une exception. Donc c'est ça qui est sympa avec RX Java, c'est qu'on peut comme ça avoir des combinateurs qu'on peut enchaîner. Donc voilà tout ce que j'ai presque à faire. La dernière chose à faire, c'est le zip. Donc le zip, c'est pour combiner en fait mes 2 singles. Donc le single qui a la marque du pneu, le single qui a les 5 dernières mesures, puis qui est enrichi avec le machine learning. Et je zip, c'est-à-dire que je vais combiner les 2 valeurs. Et pour combiner, ma fonction, c'est juste que je vais utiliser merge-in qui va fusionner mes 2 autres documents de JSON. Donc si je teste avec mon ami HTTPy, donc sur le port 4000, je demande 1, 2, 3. Et voilà, j'ai mon document. Donc j'ai bien la marque du pneu, il me dit que c'est un Michelin, j'ai pas fait exprès. J'ai les mesures, les 5 dernières mesures. Voilà, il n'y en a pas 5, c'est pas grave. Il y en avait un peu moins. Et puis voilà, j'ai des indications, est-ce que je perds en pression, etc. Donc ça, c'est un cas typique de Edge Service. Là encore, ça se fait finalement sur une classe avec du Vertex. Donc, tout à l'heure, quand j'ai présenté l'architecture, on parlait du bus qui a été utilisé entre tous nos microservices pour les faire communiquer.
le bus, c'est un bus Kafka. Aujourd'hui, si on prend un cas d'exemple, un cas métier, comment ça se passe quand je reçois quelque chose dans mon service d'ingestion? Par exemple, je reçois une pression. Le service d'ingestion, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre cette pression, il va la mettre dans un topic Kafka à part, qui va s'appeler par exemple pression. Et j'ai l'inside service, mon service qui va faire des prédictions, qui va être intéressé par cet événement, pour commencer à faire un petit peu de science, à faire de la prédiction. Donc il va venir consommer, être en consommateur sur le topic Kafka pression, récupérer l'événement, faire son traitement métier, et une fois la prédiction de fin de vie, par exemple, réalisée, ou la mise à jour, ce qu'il va faire, c'est qu'il va republier dans un second topic, un topic prédiction de fin de vie, la valeur, qu'on a vu tout à l'heure, et ce topic-là, il va être consommé par un autre microservice, le microservice par exemple d'alerting, qui va récupérer la donnée, donc en streaming pratiquement, et en fonction de la pente par exemple, émettre des alertes auprès de sociétés en disant bah, attention, le pneu avant droit, il y a une fuite lente par exemple, ou attention, le pneu avant droit, il va être usé dans 2 jours. Plutôt 3 mois d'ailleurs, parce que 2 jours, c'est un peu chaud. C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Et donc, il claquera des alertes. Donc, comment est-ce qu'on est capable de faire ça avec Vertex? Alors là, c'est pareil, donc on a recodé en fait, j'ai recodé en une journée tout ce qu'ils ont fait en 3 ans. Exactement. Non, je plaisante. Donc en fait... On recrute d'ailleurs. Merci, c'est gentil. Donc je vais juste tuer mon Gradle là, parce que je n'ai plus besoin. On va faire autrement. Donc là, en fait, en tâche de fond avec Docker Compose, j'ai un Kafka qui tourne, j'ai un MongoDB, j'ai tout ça qui tourne. Je vais juste en fait lancer mes microservices dans la partie Event Driven. Donc en fait, j'en ai refait 3. Donc j'ai un dashboard web, je vais d'abord vous le montrer, et après on plongera dans le code comment c'est fait. J'ai un service d'ingestion refait avec Kafka, et puis j'ai un service d'alerte Kafka avec du machine learning. Donc je vais juste les lancer à la main. C'est en run. Donc en fait, ils ont chacun un main, d'accord? Je les lance tous avec un main. Donc c'est vraiment 3 microservices qui vont tourner, qui vont faire leur vie. Donc je vais juste surveiller que dans les logs, ils sont bien branchés à Kafka et qu'il n'y a pas de gag. A priori, il n'y a pas de gag. On va juste prendre ici un navigateur. Qu'est-ce qu'il me fait? Donc localhost est sur le 8000. Et l'interface qui va ressembler à ça. Alors pour l'instant, il ne se passe rien. Donc je vais prendre un outil de montée en charge qui s'appelle Locust, que j'aime beaucoup, qui est écrit en Python. Je ne sais pas si c'est un bon outil pour faire de la mesure de latence. Je ne sais pas s'il fait correctement l'omission coordonnée. Mais en tout cas, juste pour simuler des utilisateurs qui font du trafic, il est vraiment très très bien. Donc Locust, mon ami Locust, il va tourner sur le port 89, si je ne me trompe pas. Vous voulez simuler combien? Bon, non, pas 10 000, c'est mon laptop, il va craquer. Je vais en faire 100, ok, je vais être modeste. Et on va les faire monter de 5 en 5. Donc, pour l'instant, Locust, voilà. Donc, ce qui se passe ici, c'est que j'ai une interface voilà, avec le nombre d'événements que j'ai vu passer. Quand vous avez du violet, c'est que la valeur a été mise à jour, donc la pression du pneu a changé. Quand c'est en rouge, c'est que mon machine learning me dit « Ouh là là, il y a un problème, on est en train de perdre de la pression ». Et puis, vous avez toutes les, je crois, 5 secondes mis à jour le débit d'ingestion qui est mis à jour. Ok ? Donc là, on est en train de faire du web finalement en temps réel. C'est ces 3 microservices qui parlent entre eux autour de Kafka et qui poussent les choses jusque dans le navigateur. Ok, c'est bon pour tout le monde ? Donc, je vais vous montrer comment c'est implémenté. Alors, je vais commencer par la partie peut-être web qui s'appelle ici Dashboard. Alors, le dashboard, en fait, il a 3 consommateurs Kafka, parce qu'il y a 3 choses que j'ai envie de faire. Je veux récupérer les valeurs, les pousser pour faire les mises à jour dans le client. Je veux mesurer le débit et je veux faire suivre les alertes. Donc je crée des consommateurs Kafka avec Kafka Consumer. Ça, c'est le module Vertex qui fait ça. Ça, je le passe vite. Je vous montrerai après. Et là, par exemple, quand je reçois sur mon topic Kafka une mesure d'ingestion dans Ingestion Measure, eh bien, en fait, je pousse cette mesure dans ce qu'on appelle le bus d'événements de Vertex. Alors le bus d'événements de Vertex, je l'ai un peu passé sous le tapis pour l'instant. C'est ce qui permet à des verticals de communiquer entre eux dans le même processus de JVM ou dans un cluster avec Infinispan, d'autres cluster managers, ou même de pousser jusque vers le navigateur pour avoir le même modèle de programmation entre le front et le back. Je vous montrerai à quoi ça ressemble. Donc quand je mesure, en fait, je la prends de Kafka, je l'envoie dans tous mes navigateurs connectés.
Pour calculer le débit, on fait des choses relativement faciles. Simplement, je vais agréger sur des fenêtres de 5 secondes mes valeurs. Donc, je fais un buffer de 5 secondes. Et au bout de 5 secondes, en fait, je divise par 5, ça me fait mon débit. Et je pousse ça dans le navigateur et ça met à jour la mesure de débit qu'on avait tout à l'heure. Et pour la perte de pression, donc ça c'est l'autre microservice qui m'envoie sur un autre topic Kafka quand il y a des alertes. Et là pareil, je le pousse en fait dans le navigateur. Si je vous montre maintenant le... Non, pas celui-là. Event Driven. Je vais vous montrer donc l'ingestion. Donc l'ingestion c'est facile, c'est la même API que tout à l'heure. Donc j'ai ingest sur HTTP pour recevoir mes données. Et simplement là, la seule différence c'est que j'écris dans Kafka. Donc je fais un write. Si l'opération a réussi, je suis content. Si ça a échoué, je le signale au client en ayant une réponse HTTP de 1.500, ce qui fait que le client sait qu'il n'a pas réussi à pousser la valeur en fait dans notre système d'ingestion. Et le système d'alerte, alors lui, il est un peu plus rigolo, parce qu'en fait, il est consommateur et producteur, donc il écoute sur une file Kafka, pardon, pas sur une file, sur un topic, et il produit dans un autre des alertes. Et en fait, lui, ce qu'il fait, c'est que là, on utilise donc RX Java pour faire en fait l'opération qui consiste d'abord à grouper par clé. Donc dans Kafka, en fait, on met chaque événement, sa clé, en fait, c'est l'identifiant du pneu, tout simplement. Donc on va commencer par les splitter par pneu. Et après, on fait des fenêtres de 10 secondes. Donc on va avoir les événements sur 10 secondes sur chaque pneu, avec un group by, un buffer. Et une fois qu'on a ça, donc on a sur 10 secondes les événements qu'on a vu passer pour un pneu. On fait une régression linéaire avec, ça vient d'Apache Commons, un truc très simple. Et en fonction de ça, on produit dans Kafka donc un autre événement qui va être poussé pour qui veut écouter. Donc là, c'est mon dashboard, mais ça pourrait être aussi d'autres microservices qui sont sur mon bus Kafka. Et je pense que la chose qui manque, c'est la partie web. C'est ça, Fabien, j'ai rien oublié. Oui. La partie web, comment est-ce que je suis donc dans le web. Ça donc j'ai pas utilisé du React machin, j'ai fait du Vanilla.js avec jQuery, ce qui n'est pas vraiment du Vanilla.js pour les puristes, mais peu importe. Juste pour vous montrer l'intégration Event Bus de Vertex. Donc ce qu'on peut faire, c'est se connecter à l'Event Bus de Vertex, qui va exposer certaines destinations sur lesquelles on voudra se brancher. Et là, par exemple, quand je reçois des messages sur ça, eh bien, j'ai cette fonction dans mon navigateur qui est appelé. Ça, c'est la fonction, alors c'est pas très joli, hein, mais c'est ce qui crée les entrées en fait, de pression. Pour le débit, voilà, vous voyez, c'est très simple. Je mets à jour l'entrée du débit. Et pour les alertes, je joue avec mes CSS dans Bootstrap pour mettre en rouge ou pas en rouge. Okay. Mais vraiment, la chose intéressante là-dedans, c'est que mon client, ici, JavaScript, il pourrait aussi pousser vers le back des événements. Donc avec Julien Viette, il y a 2 ans, je crois qu'on avait fait une démo. C'était, on faisait un DJ mix avec un logiciel de DJ, et le public pouvait contrôler des parties du mix, et c'était fait entièrement avec l'intégration Event Bus dans le client web. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Fabien, je pense que je te repasse la main. L'idée du talk, c'était aussi de vous faire un retour d'expérience sur l'utilisation de Vertex jusqu'à la prod sur une équipe d'une quinzaine de développeurs. Une équipe d'une quinzaine de développeurs qui était plutôt composée de devs juniors, pour le coup, qui avaient plutôt l'habitude de travailler avec du Groovy, du Grails et du Java EE. Et la première chose qu'on voit, c'est que le changement de paradigme qu'amène Vertex, qui est de passer d'un modèle de programmation synchrone à un modèle de programmation asynchrone, en fait, il ne s'est pas fait super facilement chez nous. Ça a pris du temps, la courbe d'apprentissage, elle a été un petit peu longue. Ça, c'est le premier point qu'on voit. Le deuxième, qui découle peut-être du premier, c'est que Vertex, ce n'est pas un framework, c'est un toolkit, dans le sens où il est unopinionated, c'est-à-dire qu'il n'impose pas de cadre, il n'y a pas de scaffolding, projet, voilà, on peut mettre les choses où on veut. Et c'est un peu déroutant, en fait, surtout quand on a une équipe plutôt junior, et on a tendance à construire assez rapidement, nous en tout cas, l'équipe a eu tendance à construire assez rapidement une cathédrale et un framework à base de Vertex. Et c'est assez dur de s'en extraire après. Donc ça, c'est les choses dans lesquelles il faut éviter de tomber. Le deuxième point, c'est l'Event Bus. L'Event Bus Vertex, on est capable de le distribuer pour faire parler différents microservices. Avant de passer sur Kafka,
On n'était pas forcément prêt pour passer sur Kafka quand on a attaqué. On a utilisé l'Eventbus pour discuter entre deux microservices. On est capable de distribuer avec Hazelcast, par exemple, qu'on a utilisé, ou Infinispan, comme a dit Julien tout à l'heure. Le problème de ça, c'est que cet Eventbus Vertex, il n'a pas de durabilité. Les messages qui se transitent à l'intérieur, on peut les perdre à tout moment. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième, c'est que par défaut, il n'y a pas de gestion de back pressure. Donc deux microservices, imaginons le microservice A, prend 3000 requêtes d'un coup, les transmet via l'Eventbus à un microservice B. Le microservice B, il va se mettre à traiter ces 3000 requêtes. Vu qu'on est sur une event loop, ça va dépiler très rapidement. Et si derrière, le process métier qu'on appelle, c'est je fais une I/O sur une base MongoDB, et ben nous, typiquement, un pic comme ça, on écroule le pool de connexion Mongo. Et donc, le microservice, il n'aime pas trop ça. Donc voilà, pas de durabilité, pas de gestion de la back pressure. Donc l'Eventbus, on essaye de le garder, nous, au maximum en interne dans le microservice. C'est pour ça qu'on passe par Kafka ou par, ça peut être du Rabbit ou d'autres types de bus de messages. Ou des événements qu'on peut perdre. Voilà, il faut pas le prendre comme un système de messaging. Il n'est pas fait pour ça. Il est fait pour d'autres choses. Il est très bien pour ça, mais il est très performant, mais il n'est pas fait effectivement pour du messaging au sens classique. Nous, on l'utilise principalement à l'intérieur des microservices pour discuter entre verticles. Ça marche bien. Là, il n'y a pas de problème pour faire vraiment de l'événementiel. Passer d'un modèle j'ai un gros monolithe à un modèle j'ai plein de microservices distribués réactifs, c'est rentrer dans un nouveau monde de problèmes, notamment celui-là. C'est vraiment un nouveau monde de problèmes qui s'ouvre à nous, qu'on n'avait pas l'habitude de traiter, il faut en avoir conscience. Tout ce qui concerne la donnée, aujourd'hui nos microservices, ils accèdent à leur propre base de données, ils ont leur propre set de données, il n'y a que eux qui les managent. Donc un microservice A qui veut aller chercher une donnée qui est dans le microservice B, eh ben, il se tape du réseau en gros pour aller le récupérer. On fait des I/O, on fait du HTTP. Donc il y a un petit jeu de taquin qui est comment est-ce que je gère la dénormalisation de ma donnée, à quelle maille je le fais pour gagner en performance, éviter d'aller requêter tous mes autres microservices. Ça, c'est vraiment un exercice qui est difficile à faire. Savoir à quelle maille on le fait, c'est un vrai exercice. Tout ce qui est synchronisation de données, la partie cache aussi, comment est-ce que je gère un cache distribué. Donc nous, on le fait avec Hazelcast, on est capable de distribuer du cache qui est partagé entre tous nos microservices. Et après, on a les problèmes autour des accès concurrents, le parallélisme, et toute la notion qui est plutôt amenée par Kafka, mais est-ce que mes services sont idempotents quand je veux reconsommer de la donnée? Kafka, on est capable de remonter dans la log pour reconsommer de la donnée, c'est pour ça qu'on utilise Kafka, on a des use cases là-dessus. Est-ce que mes services, derrière, ils sont idempotents? Parce que sinon, ça va être compliqué. Ou est-ce que je veux gérer des cas qui ont du exactly once? Donc c'est quelque chose qu'il faut avoir conscience. Quand on rentre dans un modèle microservice qui n'est pas forcément lié à Vertex, on rentre avec de nouveaux problèmes. La dernière chose, il faut aussi investir sur le tooling autour du monitoring. Et le monitoring et le tracing. Système distribué veut dire plus d'instances, donc ça va péter forcément à un moment donné quelque part. Il faut avoir les yeux partout et c'est vraiment un investissement qui est long à faire. Alors avec Vertex, il y a énormément de choses qui permettent de faire du monitoring. On est capable de monitorer l'Eventbus, on est capable de monitorer les serveurs HTTP, donc il y a des plugins, Vertex Micrometer par exemple, qui permettent de le faire. Très bien. Ça, il faut investir. La partie tracing aussi, elle est importante. Comment est-ce que je m'assure qu'une requête d'un utilisateur, une transaction métier, par quel est le chemin qu'elle a parcouru dans tous mes microservices et dans toutes mes instances de microservices. Donc pour ça, il y a des choses qui arrivent avec Vertex 4, la nouvelle version de Vertex sur le tracing. On a déjà nous implémenté des choses. Donc en fait, typiquement, on log des correlation ID dans toutes les logs des microservices, sur toutes les exécutions, et on agrège ces logs-là avec des outils type Splunk, ça peut être du Kibana. Et donc du coup, on arrive à savoir pour une transaction métier donnée qui est rentrée dans notre front HTTP, par quel est le chemin critique qu'elle a parcouru jusqu'à l'alerting, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui sont très très importantes. Et voilà. Pub. Donc, si vous voulez en savoir plus sur Vertex, il y a un très bon livre qui n'est pas sorti mais que vous pouvez déjà acheter, qui s'appelle Vertex in Action chez Manning. Vous avez ce code qui marche d'ailleurs pour tous les livres de Manning, 40%. Les slides sont sur SpeakerDoc si vous voulez les récupérer, mais prenez en photo si vous voulez, c'est une très très bonne idée. Je peux aussi donner, j'ai quelques codes qui traînent, donc si vous avez des questions, vous avez intérêt à poser des questions, vous pourrez gagner un livre. Et voilà. Et avant de terminer, voilà, je voudrais bien sûr vous remercier. Je voudrais juste qu'on applaudisse Fabien. C'est son premier gros talk. Bravo Fabien. Merci.
Voilà, merci à toutes, merci à tous. Et puis, si vous avez des questions... Je suis désolé, j'ai pas de code promo pour des pneus. C'est vrai, non. Par contre, j'ai des stickers Vertex aussi, si vous voulez, c'est très bien aussi. Alors, qui a une question? Oui. Pardon, je n'ai pas entendu la question. Bonjour. Oui, bonjour. Entre vos microservices, qu'est-ce que vous utilisez pour communiquer les messages? Alors, ça dépend. Pour récupérer de la donnée, souvent, donc pour faire je veux récupérer de la donnée, c'est du HTTP. Autrement, pour émettre de la donnée, dire par exemple, typiquement le cas de je dénormalise de la donnée, inclut de pouvoir notifier le microservice qui a de la donnée de se mettre à jour. Et ça, on utilise Kafka justement pour le faire. Donc c'est et du Kafka et du HTTP pour communiquer entre les microservices. Merci. Une autre question, est-ce que vous avez testé d'autres outils de programmation réactive avant Vertex? Non, on est passé directement de Grails à Vertex. On n'a pas testé d'autres outils. Ok, merci. Une autre question, oui. Pour les opérations de dénormalisation ou d'écriture en général, vu qu'elles sont asynchrones et qu'elles passent par Kafka, comment vous faites pour notifier en compte rendu l'émetteur des requêtes? Répète la question. Alors, comment est-ce qu'on fait pour notifier l'émetteur des requêtes quand il y a... On ne l'émet pas aujourd'hui. On l'émet pas. C'est-à-dire que quand je reçois une mise à jour d'un pneu, par exemple, et que le microservice qui gère les insights a des données sur un pneu, le microservice qui a émis la requête n'est pas intéressé pour savoir qu'il s'est mis à jour de l'autre côté. Ouais. Une question là-bas. Oui. Comment, sur votre infra, vous gérez l'authentification entre les services, tout ce qui est la sécurité, quel service a le droit d'accéder à quel service Alors, il y a une partie qu'on n'a pas montrée qui, en fait, il nous reste un bout de legacy aujourd'hui qui gère encore l'authentique. Donc, on a encore un tout petit bout de Grails qui nous gère la partie authentification. Donc, chaque microservice, en fait, récupère des tokens. On a une authente JWT et partage des tokens pour récupérer. Avec Vertex, on a des supports OAuth, JWT ou des choses un peu plus classiques de contrôle d'accès. Monsieur, une question. Oui. Au niveau déploiement, qu'est-ce que ça vous a fait gagner par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure que l'application Grails prenait beaucoup de CPU, etc. Qu'est-ce que vous avez gagné Alors en fait, je pense qu'on n'a même pas gagné parce que... Pardon, qu'est-ce qu'on a gagné du coup sur le fait de passer de Grails à Vertex en termes de ressources? Entre-temps, en fait, on a notre modèle qui a évolué, donc on a dû manger beaucoup plus de données. Donc en fait, on n'est pas capable de dire... de comparer également à l'époque quand on a fait le choix de Grails en tout cas, et aujourd'hui on n'est pas capable de le comparer, mais on a gagné, c'est sûr, en tout cas en termes de CPU et de RAM. Est-ce qu'il y a des possibilités de replay des événements qui se sont passés et comment c'est fait? Ouais, alors aujourd'hui, vu qu'on stocke dans Kafka, non, c'est bon. Vu qu'on stocke les événements dans Kafka, on est capable en fait avec Kafka de remonter dans la log. Donc typiquement, si imaginons on met à jour les algos de ce qu'on appelle du machine learning, qui n'est pas du tout du machine learning, mais des algos de modèles statistiques par exemple, une mise à jour, on est capable de remonter dans la log du coup Kafka, de se repositionner à l'offset 0 et de reparcourir la log, de reconsommer l'ensemble des messages et du coup de remettre à jour l'ensemble des valeurs. Voilà. On se base en fait principalement sur Kafka et le fait de pouvoir faire des seeks dans les partitions pour faire ça. Est-ce que quelqu'un aurait une question purement Vertex? Oui. Oui, donc on supporte effectivement différents protocoles de sécurité ou d'authentification. Donc les OAuth, on a des providers aussi pour des connecteurs pour les providers communs, genre Google, Facebook, etc. Prêts à l'emploi. JWT, très bien pour les API et pas avoir de contrôle d'accès centralisé, etc. Oui, on supporte toute la gamme de choses courantes. Du coup, pour les prochaines questions-réponses, il va être l'heure, donc je vais vous demander de bien vouloir sortir pour qu'on puisse accueillir la conférence suivante et vous pourrez continuer à parler avec les conférences. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Merci.